Peut-être que les éléments qui ont le plus marqué les Parisiens dans cette rénovation de Paris, dans cette révolution du vivre à Paris, c'est peut-être celle de détails qui nous semblent parfois infimes parce qu'ils sont tellement rentrés dans notre imaginaire qu'on n'imagine plus penser les villes, et pas seulement Paris, d'une autre façon. C'est en 1805 qu'il impose une nouvelle réglementation pour la numérotation des immeubles à Paris. Désormais, au lieu de commencer à numéroter d'un côté de la rue, et puis quand on arrive à l'extrémité de la rue, eh bien on continuait en revenant, ce qui fait que le numéro 1 se trouvait toujours en face du numéro le plus élevé de la rue, sans qu'on sache pour autant la longueur de la rue, si vous voyez ce que je veux dire. Désormais, on instaure un système de numéros pairs et impairs qui va être développé dans tout Paris et repris dans toutes les rues de France, dans toutes les villes de France, parce qu'il est d'un pratique assez extraordinaire. Il impose une autre précision qui, elle, a été perdue parce que d'une certaine façon, elle s'imposait moins, même si elle était assez pratique, à savoir qu'on va décider que les numéros noirs sur fond ocre correspondront aux rues perpendiculaires à la Seine, alors que quand le fond sera rouge, on sera sur des rues parallèles à la Seine. Et de cette façon-là, on devait pouvoir retrouver, quel que soit l'emplacement où on était lâché dans Paris, eh bien, la direction de la Seine, et donc très vite être capable de revenir sur les grandes artères qui permettaient d'articuler l'urbanisme parisien. Donc vous voyez, on a poussé très loin, même si une partie de cette révolution douce, si je puis dire, mais marquante, a été perdue depuis. On parlait de colonnes devant les bâtiments. Il y a aussi l'exemple de cette colonne, elle, monumentale, dégagée de tout habitat, de l'immobilier. C'est cette colonne Vendôme au centre de la place du même nom. Cette colonne de quelques 44 mètres qui a prétendument, en tout cas, il semble que ce soit au moins en partie vrai, était fondue grâce à 1200 canons saisis sur l'ennemi autrichien lors de la bataille d'Austerlitz, et qui surtout évoque les grandes colonnes, la colonne Trajane, la colonne aurélienne, de l'apogée des conquêtes romaines, telles que Rome les connaît. Et cette référence à Rome est présente pour Napoléon. À défaut d'avoir pu faire une capitale centrale, nouvelle à Lyon, il y a deux capitales à son empire. Il y a Paris et Rome. Rome, c'est l'ancienne. Paris s'en fait l'écho à travers des réalisations telles que cette colonne, mais en même temps va beaucoup plus du côté de la modernité que Rome. Paris, c'est Rome en plus moderne, c'est Rome en mieux, si je puis dire. Et en tout cas, c'est le but qui apparaît à travers, après cette colonne Vendôme, la conception de grands arcs de triomphe. Il y a déjà eu des arcs créés depuis Louis XIV à l'entrée des portes de Paris, mais désormais ce sont les arcs de triomphe de Rome, en particulier ici l'arc de Septime Sévère, qui va être choisi comme modèle, et en même temps, on va s'en démarquer en y incluant plus de décoration et surtout la couleur de ces colonnes, de ces bases de colonnes, de cet entablement en dessous de la partie haute, en dessous de la tique qui n'existait pas, ou qui n'existe plus exactement, sur les monuments romains tels qu'ils nous sont parvenus. Percier et Fontaine, qui réalisent cet arc, ont la capacité à imaginer que l'architecture peut aussi avoir des connexions avec l'orfèvrerie. C'est presque une pièce d'orfèvrerie que cet arc de triomphe du Carrousel, qui est d'une dimension peut-être plus modeste, parce qu'elle est avant tout la porte d'entrée à l'espace du palais des Tuileries. Et puis, pour rajouter cette petite note ancienne, eh bien, vous vous en souvenez peut-être tout à l'heure sur la gravure qui montrait la saisie des pièces des arts et sciences à travers l'Europe amenées à Paris, eh bien c'est là que l'on va installer ces 4 chevaux de bronze récupérés, volés, il faut dire les choses clairement, à l'entrée de la basilique Saint-Marc
de Venise est installé sur cet arc. On a rendu les chevaux depuis à la République vénitienne, ou en tout cas à la ville de Venise, et on en a fait des copies pour garder à cet arc de triomphe du Carrousel l'esprit dans lequel l'avaient conçu les architectes Percier et Fontaine. En fait, petit à petit, il y a l'idée que l'on va moderniser, embellir en même temps Paris de la façon la plus évidente. Il y a dans Paris, pour Napoléon, encore beaucoup trop de traces de ce Moyen-Âge, de cette époque qui a été celle de nos rois, certainement, mais qui n'a pas forcément toujours été celle du plus grand rayonnement de la France. Et le meilleur exemple qu'il puisse donner de ce dédain pour le patrimoine médiéval de Paris, eh bien, c'est le moment du sacre. Le sacre de Napoléon, tel que représenté par David ici dans cette gigantesque toile conservée aujourd'hui au Louvre, eh bien, ne permet pas de savoir que l'on est à Notre-Dame de Paris. On a beau regarder dans l'image, pourtant ultra réaliste, et on ne trouvera pas un seul élément gothique. Le seul élément qui rappelle Notre-Dame, c'est cette Pietà à l'extrême droite et encore à peine représentée, mais qui ne date pas du Moyen-Âge. Tout le reste de l'intérieur de la cathédrale, comme de la façade, d'ailleurs, pour cet événement qui est le sacre, a été recouvert de toiles peintes, montées, tendues sur une armature de bois pour favoriser, pour mettre en avant un idéal 18e siècle, un idéal classique, Renaissance, parfois antique évidemment, en dernier recours, qui permet de montrer ce que va devenir Paris au fur et à mesure des restaurations. Vous voyez, on est très loin de l'admiration que l'on peut avoir aujourd'hui pour Notre-Dame, le Moyen-Âge et l'architecture gothique qu'elle représente. Mais encore une fois, j'y reviens, le cœur de l'activité de Napoléon durant son règne envers Paris, c'est surtout envers les Parisiens. Il a besoin de l'adhésion des Parisiens, de cette population dont il a pu voir les excès à quelques moments de ses débuts dans la capitale, pour aller au bout de ses projets. Et voilà pourquoi, au-delà des grands projets qui sont certes valorisants, monumentaux, eh bien, de la même façon qu'il travaille sur des petits détails, sur l'urbanisme, eh bien, il veut aussi réorganiser la façon de vivre dans Paris. Voilà pourquoi, sur ce plan, vous voyez, alors, on n'a qu'un plan parce qu'il reste très peu de tous ces édifices, de tous ces lieux dans la topographie parisienne. Mais vous le voyez ici, les petits éléments en vert sont les marchés couverts qui vont être installés pour être autant de points qui permettent aux Parisiens de faire leurs courses dans des marchés parfaitement achalandés au cœur de la capitale. C'est aussi à ce moment-là où il va créer deux marchés de gros, la Halle au blé, l'actuelle bourse du commerce qui vient d'être rénovée pour les collections de Pinault, et la Halle au vin, de l'autre côté de la Seine. Il va aussi installer au pourtour du Paris de l'époque des abattoirs, ainsi qu'un gigantesque grenier de réserve. Tout ça dans cette enceinte qui était celle du 18e, celle des fermiers généraux. Vous le voyez ici, c'est la façon dont les Parisiens vont désormais s'approvisionner, dont ils vont pouvoir vivre la ville en évacuant les nuisances des abattoirs qui étaient encore trop présents au cœur de la ville, et en même temps en rapprochant dans des espaces dédiés les lieux de vente, les lieux d'approvisionnement. C'est peut-être là que l'adhésion des Parisiens a été la plus directe, la plus évidente au projet de rénovation de Napoléon sous l'Empire. Malheureusement, ces projets qui étaient parfaitement adaptés au début du XIXe siècle ne le sont plus depuis bien longtemps et ont servi à être remplacés depuis par d'autres bâtiments, quels qu'ils soient d'ailleurs, et l'un des très rares à avoir été conservé, même si ça n'est plus du tout dans sa fonction d'origine, c'est le marché des Blancs-Manteaux. Donc vous voyez ici une gravure
ancienne qui montre l'idée de ces marchés couverts en dur qui permettent désormais de libérer l'espace, de créer des routes pour y décharger les marchandises et qui créent aussi des lieux qui dégagent l'espace des rues, l'espace de circulation qu'ils occupaient bien souvent jusque-là.